Bonjour Kate, heureux de te retrouver. Israël, bien sûr, il est entendu, a demandé la permission, a cherché à obtenir l'implication de Donald Trump dans cette guerre avant de s'engager ensemble contre l'Iran. Si Donald Trump dit qu'il est temps de se retirer, Netanyahou devra-t-il s'y conformer? Israël et les États-Unis combattent bien sûr en Iran en tant que coalition. Il est important de considérer comment ils combattent ensemble contre la marine iranienne, le programme d'armement nucléaire, le programme de missiles balistiques et le soutien aux forces supplétives. Je pense que les États-Unis comprennent qu'il n'y a aucun moyen de simplement se retirer maintenant que le régime iranien a montré au monde à quel point il représente une menace mondiale. Même les pays du Golfe, qui s'efforçaient d'éviter cette guerre avant qu'elle ne commence, font maintenant pression sur les États-Unis pour qu'ils terminent le travail. Et ne pas se contenter d'un simple cessez-le-feu qui laisserait le régime iranien en possession des missiles balistiques et des drones qu'il a utilisés pour attaquer l'aéroport de Dubaï et ailleurs dans la région. Donc je ne suis pas sûr avec qui le président Trump négocie. Il affirme qu'il parle aux Iraniens. Eux, il nie qu'il leur parle, tout simplement. De notre point de vue, il semble que le président Trump essaie de gagner du temps pour préparer d'autres actions contre le régime iranien. Comprendre que le pire pour les États-Unis serait de s'arrêter en position de force et laisser le régime iranien contrôler le pétrole via le détroit d'Ormuz, tout en poursuivant les attaques des infrastructures énergétiques régionales. Alors, est-ce votre intuition, Elon, ou est-ce que cela vous a été communiqué que Donald Trump utilise ces négociations comme un écran de fumée pour une attaque plus vaste et plus audacieuse contre l'Iran? Eh bien, malheureusement, je ne suis pas une petite souris au bureau ovale, mais nous savons que les États-Unis déplacent des forces au Moyen-Orient. On ne déplace pas des Marines et d'aussi grandes forces simplement pour une aventure. On les déplace afin de se ménager des options militaires au cas où les négociations échoueraient. Bien sûr, tout le monde veut un accord dans lequel le régime iranien cesserait d'être le régime iranien et abandonnerait le programme nucléaire, les missiles balistiques, les forces supplétives et toutes ces activités déstabilisatrices. Et il est clair que les États-Unis se préparent à l'éventualité, voire à la probabilité que ces négociations échouent. Le régime iranien va continuer ses activités déstabilisatrices, ses attaques indiscriminées à travers la région, et va préparer l'option militaire qui est effectivement en train d'être déployée dans la région. Je veux dire, tu aimerais penser ça dans le plan de Donald Trump pour ces négociations ou ce qu'il prévoit de faire dans la semaine à venir ou à peu près, il échangerait avec le Premier ministre israélien, le tenant informé tout au long du processus. Je sais que nous avons entendu des propos de ce genre de la part du Premier ministre israélien, disant qu'il a des discussions quotidiennes, donc il se sentira probablement au courant de tout ce que Donald Trump fait. Je veux dire, les États-Unis et Israël combattent en étroite coordination, et la coordination ne se fait pas seulement au niveau des premiers ministres, des institutions de défense et de l'armée. La coordination se fait aussi au niveau des avions. Les avions israéliens effectuent 3 vagues de bombardements par jour à Téhéran contre l'industrie de fabrication d'armes du régime iranien, en étant ravitaillés en vol par des avions citernes américains. Donc il y a aussi une coordination très étroite entre les deux armées au niveau politique. Et il est clair qu'ils sont stratégiquement alignés, partant du principe que cette guerre doit mettre fin à la menace de l'agression iranienne dans la région, et non simplement la figer pour la laisser à quelqu'un d'autre dans 6 mois. Le problème, c'est que l'Iran, je regardais certaines données de The Economist ce week-end. L'Iran gagne maintenant presque 2 fois plus grâce à la vente de pétrole chaque jour qu'avant que les bombes américaines et israéliennes ne commencent à tomber le 28 février. Je pense qu'on peut supposer qu'ils ne gagnent pas sur le champ de bataille, mais remportent la guerre de l'énergie. Est-ce qu'Israël avait prévu cela ou est-ce que, selon vous, Israël en était complètement conscient? L'Iran utiliserait le détroit d'Ormuz comme monnaie d'échange, comme moyen de renforcer sa propre emprise sur cette guerre, parce qu'il y a eu plusieurs rapports venant des États-Unis affirmant que Donald Trump aurait peut-être été informé, mais que soit il n'a pas écouté, soit il n'avait tout simplement pas envisagé que l'Iran puisse faire cela. Oui, je ne crois pas aux évaluations selon lesquelles les États-Unis n'auraient pas pensé que le régime iranien pourrait essayer de fermer le détroit d'Ormuz. Ce n'est tout simplement pas plausible. Le régime a ouvertement menacé de faire de la fermeture du détroit d'Ormuz son premier acte. Nous avons vu la conduite des opérations sans faille. C'est quelque chose qui a clairement été préparé depuis longtemps, planifié depuis longtemps.
Donc l'idée que les États-Unis aient été pris au dépourvu par la manière dont le régime iranien. L'a fait, mais ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Je pense que la réponse évidente à cela est que oui, il était au courant, mais je veux dire, comment pouvait-il être au courant et pourtant permettre à l'Iran d'avoir une telle emprise sur le détroit d'Ormuz? Je veux dire quand même, il aurait sûrement fallu mettre quelque chose en place, ou au moins prendre en compte certains aspects, que ce soit visuel ou opérationnel. Voyons la topographie du détroit d'Ormuz, pourquoi le régime iranien peut facilement le fermer et ce qu'il faudra faire pour l'en empêcher à l'avenir. Tout d'abord, le régime iranien l'a fermé par des moyens navals, et c'est pourquoi les États-Unis ont maintenant envoyé 95% de la marine iranienne au fond de la mer. C'est pourquoi Israël a tué le commandant de la marine du CGRI et a bombardé l'usine principale où ils produisent des mines marines, afin de leur rendre la tâche plus difficile. Mais le régime iranien est aussi capable de tirer des drones et des missiles depuis l'intérieur du pays sur les navires, ce qui signifie qu'il leur suffit d'en tirer assez pour que plus personne ne veuille assurer ces navires, et que cela devienne difficile pour les navires de passer. C'est pourquoi les pays du Golfe disent aux États-Unis qu'ils refusent une fin de guerre par un simple cessez-le-feu qui permettrait au régime iranien de continuer à attaquer les navires. Ceci est une vue d'ensemble, mais tout cela est à côté de la question, n'est-ce pas, Eilon? Désolé de t'interrompre. En réalité, l'Iran a eu le temps d'imposer un blocus au détroit d'Ormuz avant la neutralisation de la marine et l'élimination de certains membres du personnel. Je veux dire, il doit sûrement y avoir une sorte d'évaluation à faire. Mais en fait, oui, plus, vous savez, quand on regarde cela rétrospectivement, oui, on aurait pu faire plus, on aurait dû faire plus pour s'assurer que l'Iran ne puisse pas faire cela au détroit d'Ormuz. Le régime iranien s'y prépare depuis des décennies, d'où la présence massive d'équipements militaires autour du détroit d'Ormuz. Et ce que la coalition américano-israélienne fait maintenant, c'est d'éroder systématiquement la capacité du régime iranien à faire la guerre. Non seulement en bombardant les silos des missiles balistiques et des drones, Israël cible spécifiquement l'industrie de fabrication d'armes, même les usines sidérurgiques. Ainsi, lorsque cette guerre finira, ils ne pourront pas reconstruire la machine de guerre avec laquelle ils pourraient menacer le détroit d'Ormuz. Mais vous avez évoqué plus tôt la possible prise de contrôle de l'île de Kag. Ce serait certainement une tentative de l'administration Trump de reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz en contrôlant l'industrie pétrolière iranienne. 90% du pétrole iranien, qui va d'ailleurs entièrement en Chine pour alimenter sa machine de guerre, transite par l'île de Karg. Et donc, les Américains. Cela ne va faire qu'augmenter encore le prix du pétrole, n'est-ce pas? Je me demande juste si des discussions sont en cours. Comme l'a dit le vice-président Vance, les prix du pétrole ont augmenté, mais les États-Unis prévoient disant une baisse. Cette hausse est temporaire. La possibilité d'un déploiement de troupes au sol par les États-Unis, nous savons qu'ils déplacent des soldats, comme vous l'avez mentionné, vers la région. Israël les rejoindra-t-il s'ils décident d'attaquer l'île de Karg ou, comme le rapporte le Wall Street Journal, s'ils décident d'entrer en Iran et d'essayer de repérer et de neutraliser certains sites iraniens liés à la fabrication d'une arme nucléaire? Oui, j'ai du mal à imaginer qu'Israël participerait à une opération terrestre spécifiquement sur l'île de Karg, car la force militaire d'Israël réside dans son armée de l'air. La force d'Israël réside dans sa capacité à effectuer 3 sorties par jour au-dessus de l'Iran pour attaquer les silos d'armes et les lanceurs de missiles balistiques qui attaquent les pays du Golfe ainsi que les usines avec une précision incroyable. La force de l'armée israélienne réside là, c'est pourquoi les États-Unis la qualifient de multiplicateur de force. Je suis certain que l'armée israélienne apportera toute l'aide nécessaire en renseignement, un domaine où elle a aussi un avantage. Et ces discussions auront lieu au plus haut niveau. Mais remarquez qu'il existe plusieurs options et alternatives à la prise de l'île de Karg, que nous voyons tous deux dans les médias comme l'une des options envisagées. Ce serait bien sûr une entreprise très risquée et coûteuse. Ce qui, selon moi, explique pourquoi le président Trump a aussi menacé l'infrastructure énergétique iranienne pour essayer de pousser le régime iranien à venir à la table des négociations et conclure un accord. Cela serait acceptable parce qu'il panique face aux menaces pesant sur l'industrie énergétique sans avoir besoin de mener une invasion amphibie aussi risquée. Si un accord est conclu, Israël poursuivra-t-il quand même son opération terrestre au Liban? Eh bien, un accord avec le régime iranien n'empêchera pas le Hezbollah, l'armée supplétive de l'Iran, de tirer des missiles sur les civils israéliens. Et c'est pourquoi nous voyons Israël agir au Liban en ce moment,
parce que la situation à la frontière nord est telle que les Israéliens ne peuvent pas quitter leur maison, car il n'y a aucun temps d'alerte lorsque le Hezbollah tire des roquettes sur eux alors qu'ils sont assis sur leur porche. J'espère que le problème iranien sera résolu, mais cela ne fera pas disparaître les armées supplétives de l'Iran. Cela a également, bien sûr, entraîné le déplacement de plus d'1 million de Libanais. Il y a eu plus d'1 millier de morts, des civils, au Liban. Et bien sûr, l'attente et les actions à Gaza pèsent toujours lourdement. Je me demande quelle est la volonté. Je peux comprendre le point de vue du gouvernement israélien qui souhaite éradiquer ce qu'il considère comme des menaces, mais le peuple israélien sera inquiet, n'est-ce pas, à l'idée d'une autre guerre prolongée, d'un autre Gaza, mais cette fois dans le sud du Liban? C'est vrai. C'est tragique d'en être arrivé là après que la dernière guerre avec le Hezbollah ait fini par un cessez-le-feu non appliqué par le gouvernement libanais. L'accord de novembre 2024 stipulait que le Hezbollah devait être totalement évincé du sud du Liban, et le gouvernement libanais était soit incapable, soit peu disposé à le faire. Et en conséquence, le Hezbollah continue de tirer environ 5000 roquettes et drones sur Israël ces dernières semaines. Des personnes ont été tuées parce qu'il n'y a pas assez de temps pour se mettre à l'abri. Donc, les Israéliens sont en fait très déterminés à vouloir que ce soit la confrontation finale avec le Hezbollah. Vous voyez les maires des villes du Nord dire: nous voulons que vous remportiez une victoire décisive sur le Hezbollah parce que nous avons besoin que nos habitants puissent reprendre leur vie normale. Nous avons besoin qu'ils puissent à nouveau marcher en sécurité dans leur village et leur ville. Nous ne pouvons pas continuer à être des cibles faciles pendant qu'une armée supplétive iranienne nous attaque avec des missiles et des drones. C'est donc très frustrant que nous soyons dans cette situation et que nous devions gérer le chaos laissé par le Liban en n'ayant pas affronté la force armée qui combat illégalement depuis son territoire. C'est vrai. Et nous voulons en finir. Oui, c'est un gouvernement libanais incompétent, mais cela cause aussi d'énormes pertes, beaucoup de souffrance et de dévastation au peuple libanais. Nous devons le reconnaître. Merci Aylan d'avoir été avec nous, nous vous en sommes reconnaissants. Aylan Levy est un ex-porte-parole du gouvernement israélien. Voyons maintenant le point de vue de l'Iran. Donald Trump.